Donc, Anthony, d'abord, tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui ne Hum, te connaissent pas. Et puis, on va aborder les deux sujets. Euh, donc, on va aborder les sujets en ce qui concerne les faits, hum. les mouvements rebelles. Et puis, on va aussi parler euh, de la compagnie ESSO. Donc, vous pouvez commencer. D'accord. Voilà, moi je m'appelle Maïra Anthony Morna. Je suis juriste de formation, mais actuellement en chômage, oui. Et je vis actuellement à N'Djamena. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à propos de l'actualité tchadienne. Oui, donc on va commencer avec donc l'idée pour moi c'est de nous donner la lumière sur ce qui se passe au Tchad. Et puis aujourd'hui, on va parler uniquement sur la question des facts. Donc, vous pouvez nous informer en ce qui concerne la question des facts. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Euh, Puisqu'on a appris que la justice a pris certaines actions à l'égard de ces mouvements. Donc, vous pouvez nous éclairer là-dessus. Hum. Oui, évidemment, la semaine passée était une semaine vraiment saturée, pleine d'informations, surtout l'information concernant le procès des éléments des ex-rebelles du FACT était à la une. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques jours après le procès, ou bien la condamnation de ces ex-rebelles du FACT, il y avait la grâce présidentielle aussi qui s'en avait suivi. Et comme vous le savez, on ne peut pas accorder la grâce présidentielle à des gens qui n'ont pas été jugés. C'est-à-dire, la grâce présidentielle vient après avoir été condamnés et justement ce qui a été fait. Donc, voilà, l'information concernant ce procès, il y avait beaucoup des hommes politiques, des personnalités qui ont commenté, surtout de la part des acteurs de la société civile, les hommes politiques qui ont critiqué cette condamnation. Et même le leader du FACT, le leader du FACT, oui, qui s'appelle Mahdi Ali. Lui également, à son tour, a qualifié de ce procès de mascarade. C'est un non-événement pour lui parce que les procédures judiciaires n'ont pas été respectées. Et même réaction de la part des sociétés civiles qui ont critiqué les procédures. Et la grâce présidentielle euh, euh, avait également été appréciée par certaines personnalités, disons, lors de la réconciliation nationale. Beaucoup ont apprécié ce acte, mais ils ont aussi dit, mais ce n'était pas opportun parce que normalement, on ne devait pas le juger, on devait juste le relaxer afin qu'il y ait des casiers judiciaires vierges, mais sans ignorer que ces éléments étaient à l'origine d'abord de la mort du maréchal, le président de la République, le défunt. Voilà, donc c'est un peu ça, d'une manière ramassée, l'actualité de la semaine passée jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, je voudrais qu'on parle un peu du procès. Donc, expliquez-nous un peu les détails. Quels sont les, comment on appelle, parlez-nous un peu du procès en bref.
Oui, le procès, comme vous le savez, moi, je dirais que c'était une audience foraine, hein, parce que le procès s'est déroulé dans les locaux même de la maison d'arrêt de Clessou, à quelques 7 kilomètres, ou c'est pas 10 kilomètres de la ville de N'Djamena. Donc, c'était dans les locaux que cette audience foraine s'est déroulée, à l'issue desquelles ces ex-rebelles ont été condamnés. Ils sont poursuivis donc pour terrorisme et donc de l'atteinte à la vie du président de la République. Et conformément aux chefs de préjudice qui leur sont inculpés, ils ont été condamnés à une prison à vie. Hein, et donc à payer 28 milliards, 28 milliards hein, de francs CFA à l'État tchadien et plus 1 milliard à titre de dommages et intérêts aux ayants droit donc du défunt. Donc, vous voulez dire, une seconde, vous voulez dire que la condamnation, c'est la condamnation pour tous les éléments des faits ou seulement les leaders? Oui, les leaders, effectivement, sont condamnés à titre posthume parce que le leader en question n'est pas au pays, il est à l'étranger. Et donc, l'absence du leader déjà... donc, vas-y, vous pouvez continuer sur les voilà, voilà, comme je disais tantôt, c'était une audience foraine. Hein. Donc, le procès s'est déroulé dans les locaux de la maison d'arrêt de Clessoun, à quelques kilomètres de la ville de N'Djamena. Et donc, ces éléments ont été poursuivis pour d'actes de terrorisme, voilà, d'avoir porté atteinte à la vie du président de la République. Et donc, ils ont été condamnés à une peine d'emprisonnement à vie et à payer plus de 20 milliards à l'État tchadien. Et à titre de dommages et intérêts, ils doivent également payer 1 milliard aux ayants droit du président défunt. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, les éléments, quelle a été la procédure, le procès en regard du leader, puisque est-ce que c'est différent, la condamnation est différente ou c'est la même condamnation pour le leader? Voilà, ce qui différencie un peu de ceux qui sont arrêtés à la maison d'arrêt et présentement ceux qui ont assisté donc à ce procès-là, qui sont des éléments. Les leaders, ils sont condamnés à titre posthume parce qu'ils n'ont pas assisté, c'est pas moi, ils n'ont pas fait partie, donc participer au procès, si vous me le permettez. Ils n'ont pas participé au procès. Donc, comme ils sont à l'extérieur, ils ont été condamnés à titre posthume, bien sûr, et à verser également à une prison à vie et à verser à titre de dommages et intérêts les montants que j'avais tantôt cités. Donc, la question que je pense que beaucoup de gens se posent, c'est que la transition, le gouvernement de la transition voulait, comment on appelle, installer la paix et la réconciliation, d'accord? Oui. Donc, puisqu'on a l'impression que le gouvernement actuel est en train de faire le dialogue avec tout le monde, et maintenant, c'est le leader de FARC qui est condamné par contumace. Quelles sont les implications en ce qui concerne, est-ce qu'on aura la paix, puisque, puisque les rebelles sont toujours, je pense qu'en Libye, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant qu'ils sont condamnés, est-ce qu'on on a les opportunités pour le dialogue et pour la paix?
Voilà, vous savez, la paix est un mot, mais les actes aussi permettent mieux de l'appréhender. Sinon, c'est pour clarifier un peu les choses. Vous savez qu'à la clôture donc, du dialogue national inclusif, le président de transition avait promis à son temps de gracier tous les prisonniers de guerre. Donc, c'était suite à cette promesse. Mais voilà, beaucoup d'acteurs qui œuvrent également dans le sens de la restauration de la paix au pays ont dit ceci. On ne devait pas logiquement condamner ces prisonniers à vie avant de les gracier. Si le président pensait simplement classer leur dossier, classer sans suite le dossier et leur accorder la liberté de manière simple, ça allait encore être bien. Mais est-ce que c'est la question que les gens se posent? Ils se demandent s'il est vraiment nécessaire de les condamner pour salir d'abord leur casier judiciaire avant de les gracier. Est-ce que c'est vraiment important dans le contexte actuel de la paix que les gens sont en train de rechercher? Attends une seconde, je voudrais comprendre. Donc, vous voulez dire que les prisonniers ou les rebelles étaient graciés pendant les dialogues? Est-ce que c'est ça que je comprends? Non, c'est-à-dire à la clôture du dialogue, il y avait une intervention également de la part du président de transition. Lors de son discours, si vous voulez, il avait promis qu'il va relaxer tous les prisonniers de guerre. Voilà, c'est-à-dire les ex-rebelles qui ont été arrêtés suite à la bataille qui a été livrée, ça a conduit à la mort du président. Donc, ces éléments-là ont été arrêtés, sont des prisonniers de guerre. Il avait promis de les gracier. Donc, les gens pensaient simplement qu'on allait les libérer. Mais comme vous le savez, les faits qui leur sont reprochés ont une certaine gravité en matière judiciaire. Donc, voilà. Et ils ont été régulièrement condamnés et par la suite, le président leur a accordé la grâce présidentielle. Voilà un peu. Il était condamné et puis le président a accordé la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, oui. La grâce présidentielle concerne uniquement ceux qui sont en prison ou, oui. Ou ça exclut les rebelles qui sont en Libye? Oui, naturellement, parce que c'est une question de procédure. Hein, c'est une question de procédure parce qu'on ne peut pas accorder la grâce présidentielle à quelqu'un qui n'a pas été régulièrement jugé et condamné. C'est ainsi que, voilà, pour accomplir en fait sa promesse qui a été faite après la clôture du dialogue, et ils ont accéléré les procédures pour pouvoir d'abord condamner les ex-rebelles et les leaders du FACT avant d'accorder cette grâce aux ex-rebelles, mais excepté également le leader. Les leaders qui sont condamnés à titre posthume là n'ont pas bénéficié de cette grâce. Donc là, moi, en ce qui, personnellement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette exception. Mais logiquement, on devrait accorder la grâce présidentielle à tous les prisonniers de guerre, à tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là, voilà, qui a causé la mort du président, du maréchal, le président de la République. Donc, mes inquiétudes, c'est que maintenant qu'ils sont condamnés par coutumance, oui. Est-ce qu'ils vont toujours, le gouvernement de la transition va tendre la main au dialogue ou ils vont arrêter le dialogue et puis, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer? Hein?
en ce qui concerne Voilà, le dialogue entre les rebelles et le gouvernement. voilà. Vous savez, dans ce contexte de transition, le président de transition a une sorte de volonté de tendre la main pour la réconciliation nationale. Donc, comme je disais tantôt, la paix n'est pas seulement un mot, mais c'est aussi l'action. Il faut poser des actes qui permettent donc de restaurer la paix réelle, hein, la paix au pays. Donc, à mon avis, on ne devrait pas épargner cette grâce présidentielle aux leaders. Logiquement, ça doit être d'une manière totale. On devrait aussi accorder cette même grâce aux leaders qui ont été condamnés à titre posthume et chercher à négocier avec eux pour que la paix soit réellement une option pour relancer l'économie du pays. Mais jusqu'à là, on continue à les poursuivre parce que si ils n'ont pas bénéficié de cette grâce présidentielle, naturellement, cela veut dire qu'ils sont toujours condamnés et donc sont sous le joug donc, de cette condamnation, et ce qui n'est pas propice pour la paix au pays, naturellement. Donc, en un mot, si je comprends, la porte du dialogue est fermée. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Voilà, bon, ça, c'est une question purement politique parce que je ne peux pas me mettre à la place du président de transition pour dire que, voilà, qu'il n'y a plus de négociations. Mais Non, je voudrais dire, selon tes analyses politiques, ça veut dire, on est en train de stipuler si euh, le- la condamnation va fermer la oui. porte pour le dialogue. Est-ce que c'est envisageable? Non, mais comme lors du discours donc, du président de transition, si je me rappelle bien, lors du sommet qui s'est tenu au Cameroun, de sommet de chefs d'État de la CEMAC, qui s'est tenu la semaine dernière au Cameroun. Je crois qu'il a été clair, hein, il a dit la porte est ouverte à tous ceux qui sont mécontents, tous ceux qui veulent réellement que ce pays-là aille de l'avant. Il faudrait qu'il revienne hein, à la bonne humeur pour pouvoir négocier. Donc la porte est ouverte aux leaders du FACT, naturellement, ce qui a été dit. Donc, ils ont encore la possibilité de négocier. Donc, il n'a pas fermé la porte des négociations. Hein. Ok, donc l'autre question que je voudrais savoir, c'est que est-ce que la justice tchadienne est partiale et indépendante ou elle est sous la joug, comment on appelle, du gouvernement de la transition? Par exemple, est-ce que la justice peut faire son travail sans l'influence du président? Voilà, vous voulez dire simplement si la justice ici au Tchad est véritablement indépendante. Oui. Dans le texte qui régissent ces trois pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, il y a une certaine indépendance là. Mais politiquement, nous, la population, tous les Tchadiens peuvent encore le témoigner parce que on dit souvent que la justice est toujours biaisée. Il y a des politiques, il y a des acteurs politiques qui entrent dans des affaires judiciaires et ça fait que cette indépendance-là est remise en cause. Hein, toute sincérité, l'indépendance de la justice est remise en cause. Même le président de transition avait déclaré lors donc de la rentrée judiciaire des avocats, il a dit que
la justice n'existe pratiquement pas parce que la justice ne joue pas son rôle régalien, qui est donc de rendre la justice ou bien de rendre la justice équitable. Il y a un problème sérieux que lui-même il a dénoncé. Donc, on ne sait pas, chaque acteur de politique ou judiciaire rejette la responsabilité. Donc, ça fait que la population est restée confuse devant cette histoire-là. Mais en toute sincérité, il faut reconnaître que la justice au Tchad est tellement politiquée, est politisée. Je voudrais qu'on reste sur les cas de FAC, le procès de FAC. Dans ces contextes, est-ce que la justice a été influencée, la décision qui a été prise, est-ce qu'elle a été influencée par le président de la transition ou la justice elle-même a décidé de faire ce procès? Oui. Est-ce que vous me recevez? Oui. Voilà. La justice a dit droit conformément au texte en vigueur. Et les faits qui sont... Donc, on va recommencer sur la question que je viens de te poser. Oui. Si je me... Voilà. Sur la question que je t'ai posée. Oui, donc, comme je disais tantôt, il y a un problème de procédure. Parce que vous savez que les prisonniers de guerre ont un statut particulier. C'est-à-dire, il y a des conventions spéciales qui régissent donc ces prisonniers de guerre, à savoir la Convention de Genève. Mais dans des contextes où le procès s'est déroulé, c'est-à-dire que ces éléments ont été condamnés comme s'ils étaient des prisonniers ordinaires, dans une procédure ordinaire, mais pas une procédure telle que la Convention de Genève a décrit. Vous voyez, donc c'est un peu ça, c'est un peu le problème. Donc, les textes qui régissent ces prisonniers de guerre-là n'ont pas été régulièrement suivis. C'est un peu ça le problème. Je veux qu'on comprenne quelque chose encore pour être beaucoup plus concis. Oui. Donc, vous voulez dire que il n'y avait pas une influence de la part du président actuel de la transition en ce qui concerne la condamnation de FARC. Oui, bon, on pouvait dire, comme je disais que les affaires judiciaires là sont beaucoup plus influencées par la politique. Donc, je ne peux pas dire que c'était sous pression du président de la République que ces éléments ont été condamnés. Je ne peux pas dire ça parce que s'il faut voir les textes, qui ont permis donc cette condamnation, c'est que pour moi, le juge a dit droit. Donc, c'est normal que ces éléments qui ont été mécontents, qui ont pris les armes pour aller en rébellion, puissent être condamnés. Donc, à mon avis, même s'il y a une influence de la part du président de la République, je ne peux pas l'apercevoir comme ça. Donc, pour moi, le juge a dit droit. Même si le président de transition est intervenu ou non, c'est que le juge a dit droit. OK. Ça veut dire qu'on veut mettre le point là-dessus. Donc, il n'y a pas une évidence que le président de la transition avait influencé la décision de la justice tchadienne. C'est ça ce que je voulais dire. Donc, oui. Bon, je disais que là, je ne peux pas percevoir de manière directe parce que selon les textes en vigueur,
le juge, si il y a un élément, un Tchadien, ou bien si vous voulez, hein, si toute personne qui est prise en flagrant délit d'une infraction quelconque serait mise à la disposition du juge pour que le juge puisse faire son droit. Et c'est ce qui s'est passé. Les éléments du fact ont été arrêtés. Hein, ils ont été arrêtés et ils ont bénéficié de ce statut de prisonnier de guerre. Ils ont placé à la maison d'arrêt de Clesson. Voilà. Et la semaine dernière, ils ont été régulièrement jugés, même si les procédures n'ont pas été respectées, parce que je disais que ces prisonniers de guerre-là doivent bénéficier nécessairement d'un statut particulier, mais ils ont été jugés dans des conditions comme si ils étaient de prisonniers ordinaires. Voilà, ce qui n'est pas mon nom. C'est à ce niveau-là que je critique. Je dis que les procédures n'ont pas été régulièrement, n'ont pas été respectées. Alors, on ne sait pas si c'est la politique, les hommes politiques qui ont joué sur cette procédure. Je ne peux pas percevoir de manière directe. Voilà. On va suivre de près, comment on appelle, le dossier de la justice vis-à-vis des facts. Ouais. À venir. Donc, on va en parler sur la question, sur le sujet concernant ESSO, la compagnie ESSO. Donc, ESSO, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec ESSO? Le dossier de ESSO est tellement... S'il faut nous expliquer qu'est-ce qu'est ESSO, donc d'où ça vient, et puis tu nous donnes un peu de l'historique là-dessus. Voilà, je vais vous expliquer de manière ramassée, un peu bref, ce qui s'est passé dans cette affaire de ESSO-là. Vous savez que ESSO est une compagnie d'exploitation du pétrole. Et selon les dossiers que j'avais eu connaissance, c'est que en 1988, ESSO avait signé une convention d'exploitation et d'exploration de champs pétroliers dans la zone méridionale, en fait, dans la localité de Doba, dans la province de Doba. Et donc, ESSO a commencé à exploiter les champs pétroliers là, mais dans la convention, il a été stipulé comme quoi comme il a des installations sur le territoire tchadien, naturellement, c'est-à-dire que si jamais il arrive à quitter le pays, dans cette convention-là, il y avait des clauses qui ont été insérées dans la convention. Maintenant, c'est pour un temps que je n'ai pas tellement perçu le temps. Est-ce que l'exploitation sur combien de durée, ça, je n'en sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu convention entre ESSO et le Tchad. Hein? Mais du coup, ESSO s'est rendu compte qu'il y a un problème. Il y a un problème par rapport au baril. On dirait qu'à l'époque, comme ils arrivent par jour à produire 250 000 barils, mais du coup, ils ont connu, je ne sais pas moi, un déficit pour que on constate qu'aujourd'hui, les barils de 250, il y a une chute, donc de 31 000 quelques barils par jour. Donc, ESSO a jugé inutile de continuer l'exploitation. Les pourcentages a chuté. Est-ce que a chuté justement, c'est-à-dire ils ont commencé avec 250 000 barils par jour, mais maintenant ils se retrouvent avec 31 000 barils. Okay. Voilà, donc ce qui n'est pas du tout avantageux pour ESSO. Et donc ESSO décide de quitter le pays. Mais en quittant le pays, il signe encore
une autre convention avec la société Savannah Oil. C'est une société d'origine britannique. Donc, c'est quant à cette société-là de reprendre les actifs de l'ESSO et continuer l'exploitation. Donc, nous sommes dans une situation où, comme vous êtes marié, par exemple, vous êtes marié à une femme, et du coup, votre femme vous dit, bon, mais elle ne peut pas continuer avec vous, elle demande le divorce. Et après avoir demandé le divorce, elle vous amène une autre femme, de manière que, c'est-à-dire, de manière un peu, c'est pas forcé, quoi, que vous devez prendre une autre femme. C'est elle qui va décider les termes, n'est-ce pas, les conditions. Voilà, voilà. Sans vous informer, votre femme vous amène une autre femme et vous demande de vous marier à cette femme-là. C'est un peu l'exemple, vous voyez, non? Donc, au lieu que la société ESSO s'entende avec l'État tchadien pour peut-être solliciter l'exploitation de Savannah, ce n'était pas le cas. Et donc, voilà, c'est un peu ça ce que les autorités ont expliqué. Donc, le Tchad... Une seconde. Donc, je voudrais vous arrêter puisque je vais intervenir un peu pour clarifier les choses. Donc, vous voulez dire, et ce n'a pas respecté la convention. La convention. D'accord? Et d'un coup, la compagnie veut partir, n'est-ce pas? Oui. Mais là, c'est grave alors. Il y a quelque chose, il y a des choses qui clochent ici. Voilà. Donc, bon, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que c'est que les autorités en charge donc de ce domaine-là ont expliqué. Mais contrairement à ça, moi, j'avais vu encore sur les réseaux sociaux les rencontres qui ont été faites à l'égard des autorités, à savoir le président de transition avec les responsables de Savannah. C'est quelque chose qui a daté, apparemment. C'est quelque chose qui a daté. Il y avait eu des rencontres à propos de l'avènement ou bien de la venue de cette société Savannah-là. Donc, il y a un peu de contradiction. On ne se retrouve pas. On ne sait pas si c'est les autorités là qui ne disent pas la vérité ou bien c'est la société là qui a tort. Donc, dans ce dossier, c'est un peu complexe. Et comme c'est une affaire qui est pendante devant les juridictions, on ne sait pas qui aura raison ou tort. C'est ce que les autorités ont expliqué. Donc, ça veut dire en un mot, d'après ce que tu expliques, on peut savoir qu'on n'a pas respecté les termes de la convention avec le Tchad. Oui, et ça n'a pas, selon les autorités, ce qu'ils ont expliqué, c'est que ça n'a pas respecté les conventions, malgré que cette convention ait été modifiée en 2004, selon toujours les autorités. Cette convention a été modifiée en 2004, mais la société ESSO n'a pas respecté ces conventions en voulant quitter tôt le territoire, parce que selon la durée d'exploitation accordée dans cette convention-là, le ESSO n'a exercé que 25 ans. Vous voyez un peu, n'a exercé que 25 ans, alors qu'il lui reste encore beaucoup de temps à passer. Mais du coup... Je voudrais mieux comprendre. Ça fait 25 ans qu'ESSO est au Tchad. Oui, c'est 25 ans, oui. Donc, ils ont commencé avec 280 000 barils, n'est-ce pas? Pendant 250 000 barils. Pendant 25 ans. Et maintenant, il arrive à 31 000 barils. Et là, la société décide de quitter. Mais ce qui veut dire que
dans ce sens, le pétrole va finir dans bientôt, tu vois. C'est ça qui est, je pense, que élément nécessaire, puisque dans quelques années, on va se retrouver peut-être à 10 000 barils dans bientôt. Et puis, ça veut dire que c'est très envisageable que dans 10 ou 15 ans, il n'y aura pas de pétrole. Comment on appelle, à Doba, n'est-ce pas? Oui, bon, mais comme vous savez, le pétrole est une ressource tarissable, bien évidemment. On ne peut pas que les ressources peuvent tarir. Mais quand même, il faudrait que les choses soient claires, même si l'ESO doit quitter. L'État tchadien est en droit de réclamer les actifs parce que l'État tchadien peut exercer ce qu'on appelle le droit de péremption. Même si ESO voulait vendre ses actifs à une autre société, il doit d'abord informer l'État tchadien parce que ESO exerce sur le territoire tchadien. Exactement. Voilà, donc l'État tchadien a ce droit de péremption sur les actifs. S'il veut vendre ses actifs, il peut vendre d'abord à l'État tchadien et si l'État tchadien se retrouve, par exemple, incapable d'acheter les actifs, on peut proposer à une autre société. Mais faire venir une autre société pour prendre directement les installations, vous voyez que il y a un petit souci, il y a un problème là. Ouais, sans l'avis ou sans l'accord du gouvernement tchadien, c'est grave. Oui, ça, c'est ce qui n'a pas été bien éclairci. Mais ce n'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Et là encore, il y a un autre problème parce que selon les experts, cette société Savannah n'a jamais exercé dans le domaine d'exploitation du pétrole, n'a jamais exercé ailleurs. Selon les experts, il faut d'abord, même si la société Savannah devait reprendre les actifs de l'ESSO, il faudrait que techniquement la société réponde aux conventions. Mais sur le plan technique, sur le plan des capacités, cette société est trop petite pour pouvoir prendre le relais ou bien prendre les actifs donc, de la société ESSO. Vous voyez un peu le problème. Donc maintenant, quels sont... est-ce que j'ai entendu parler que le Tchad pourrait nationaliser les eaux? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le cas ou je ne sais pas si c'est des rumeurs. Oui, c'est une réalité parce que là, il y avait des décrets qui ont été pris par le président de transition pour confirmer la nationalisation. Et ce projet de loi qui a été même validé par l'Assemblée ou bien le Conseil national de transition représentant l'Assemblée nationale. Donc, actuellement où je vous parle, il y a une loi déjà qui nationalise après le décret du président de la transition. Donc, si je peux comprendre, il y a une possibilité de nationaliser la compagnie totalement, ou ça veut dire ou prendre tous les actifs. Justement, parce que comme je dis, mais l'État est en droit de préemption. Le droit, ça dit que l'État tchadien a les priorités, et est prioritaire sur tous les actifs que ESSO veut vendre. Donc, son droit de préemption, lui, donne le droit de nationaliser, de reprendre tous les actifs de ESSO. Est-ce qu'ils ont finalisé la nationalisation ou c'est encore, ils sont en processus? Ils ont déjà nationalisé parce que je disais qu'il y a un décret qui a été pris par le président.
il y a un projet de loi également qui a été validé par le Conseil national de transition. Donc, actuellement où je vous parle, c'est que Esso est déjà nationalisé et c'est officiel. Donc, comment ça se passe dans ces cas? Si la compagnie est nationalisée, donc, ce qui veut dire que la technologie et tous les outils seront opérés par les Tchadiens. Oui, c'est-à-dire toutes les installations et les champs pétroliers seront désormais à la charge de l'État. Mais quant à la société Savannah, peut-être on ne sait pas s'il y a déjà une plainte contre l'État tchadien. Là, je n'ai aucune idée, mais ce qui est sûr, c'est l'État et la société Savannah maintenant qui vont se confronter peut-être devant une juridiction quelconque. Donc, si je peux comprendre, maintenant, c'est-à-dire les outils et toutes les opérations sont gérées par l'État tchadien. Donc, ce qui sous-entend que c'est les Tchadiens qui sont en charge, n'est-ce pas, en termes Oui, de toutes les opérations. justement, oui. Justement, actuellement, c'est l'État tchadien qui prend les actifs de l'ESSO. Mais on ne sait pas, est-ce que l'État tchadien serait capable de continuer C'est la question que je me pose. Est-ce que l'État tchadien a les capacités de gérer une telle opération? Je ne sais pas comment ça se passe. C'est ça notre crainte actuellement, la crainte du peuple tchadien, parce que on se dit, mais on craint encore que le pire arrive, parce que c'est possible qu'on puisse confier ou bien privatiser ESSO à un individu ou à un particulier qui n'a aucun moyen pour continuer l'exploitation et dans l'intérêt de l'État tchadien. Donc, c'est ça la crainte. Est-ce que on se demande si l'État serait capable de continuer l'exploitation ou bien il va privatiser la société dans la main d'un individu ou d'un particulier qui risquerait encore de créer davantage de problèmes, de mettre en faillite encore la société. Donc, c'est un peu ça la crainte du peuple tchadien en ce moment. Ou peut-être d'autres options, l'État peut contacter d'autres compagnies d'exploitation pétrolière à travers le monde pour prendre le relais. Oui, c'est une possibilité, mais tout en faisant une certaine expertise, parce qu'il ne suffit pas de faire appel à une société pour venir continuer l'exploitation, mais il faut voir également la capacité technique d'abord, la capacité technique de cette société, la capacité financière de la société avant de confier ces champs pétroliers. Donc, voilà, ce sont des possibilités que l'État tchadien peut envisager. Mais en ce moment, rien n'est encore clair. Voilà, ce sujet. Donc, je pense qu'on va continuer à suivre le développement, ce qui se passe. Bien évidemment. On va nous expliquer s'il y a un changement dans le futur. C'est ça. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour toutes les explications. Merci bien et bonne soirée. On va aborder d'autres sujets la semaine prochaine. OK? D'accord. Merci beaucoup. Merci.